et les spirites, hein, entre les spiritualistes et les spirites. Et donc, voilà, en disant qu'il a appelé un peu les gens à l'union, quoi. Il faut arrêter avec ces divisions et puis essayer de travailler ensemble. Après, on lui a dit, ben, c'était pas Kardec, c'était un prophète, c'était un instituteur, c'était pas un savant, donc qu'est-ce qu'il a à se mêler de questions scientifiques, hein? Et en plus, il allait beaucoup trop loin. Dans le livre des esprits, il a déjà tiré toutes les conséquences philosophiques et morales d'un phénomène qui n'a même pas encore été vérifié et confirmé par la science, hein. C'était ce qu'on lui reprochait à Kardec. Et après, il lui dit, c'était peut-être préférable que ce soit ainsi, hein, parce que voilà, il ne faut pas toujours rejeter la valeur du sentiment, hein. Combien de cœurs ont été consolés par cette croyance religieuse, par le spiritisme, hein? Combien de larmes ont été séchées? Combien de consciences ouvertes aux rayons de la beauté spirituelle, hein? Bien des affections ont été déchirées, bien des âmes ont été endormies par le scepticisme. N'est-ce donc rien que d'avoir amené au spiritualisme tant d'êtres qui flottaient dans le doute et qui n'aimaient plus la vie ni physique ni intellectuelle, d'avoir détourné tellement de personnes du suicide, etc. Donc, heureusement que Kardec n'a pas attendu la validation scientifique, parce que d'ailleurs, on est toujours encore en train de l'attendre, cette validation scientifique, hein, on est bien d'accord. Et évidemment, le spiritisme ne serait pas ce qu'il est. Il n'y aurait pas Chico Xavier, il n'y aurait pas toutes ces œuvres d'assistance sociale qui se perpétuent déjà depuis cette époque-là, depuis 150 ans, et qui ont fait tellement de bien à l'humanité, même si c'est encore en deçà de ce que ça pourrait être, hein, si une fois que toutes les barrières, toutes les oppositions auront été vaincues. Donc il a dit, bon, moi je dis, ben, il a bien fait de ne pas attendre, hein, c'est ce que Flammarion affirme. Voilà. Et donc s'il avait été un homme de science, il n'aurait pas pu faire ça. Ah, là c'est peut-être un petit mea culpa. Moi, Flammarion, je suis un homme de science, donc je ne peux pas faire ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'étais toujours un peu en recul, en retrait par rapport à cela, hein. Voilà. C'est pour ça que Flammarion, il n'est pas allé aussi loin que Kardec, c'est clair. Mais il était ce que j'appellerais simplement le bon sens incarné. Donc ça, c'est une phrase très célèbre, vous l'avez certainement déjà entendu. Kardec, il avait un bon sens. Quand on lit ses livres, c'est... Donc, tout à l'heure, je parlais en espagnol dans une conférence que voilà, Kardec, il sait parler à des ingénieurs, quoi, hein. C'est le logique, le bon sens et la raison. Et voilà, c'est plus des dogmes, des machins qui, tiens, mais il sort ça d'où? Non, tout est clair, tout est net, tout est précis, tout est cohérent, hein. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir et il le reconnaît clairement. Il ne se place pas comme quelqu'un qui a réinventé la roue en disant bah, ça existe depuis que le monde existe, hein. Le seul mérite, c'est d'avoir mis un peu d'ordre là-dedans. Donc, ce côté humilité que Kardec a toujours eu, effectivement. Et donc, c'est aussi ce que Kardec, ce que Flammarion a admiré chez Alain Kardec, hein. Voilà. Et surtout pour un sujet comme ça, hein, on est très vite satellisé, comme je le dis, hein. On se laisse très vite aller débordé par l'enthousiasme ou par des esprits fascinateurs ou autres, hein. Voilà. Alors là, je vais aller un peu plus vite parce que sinon, on n'arrivera pas à la fin. Et là, il passe un message aux successeurs de Kardec. Le spiritisme n'est pas une religion, hein. Et heureusement, Kardec, il a fait un discours en novembre, 1er novembre 1868, qui est publié dans la revue du décembre 1868, où il explique exactement ça. C'est peut-être une religion dans le sens philosophique du terme, mais comme il y a peut-être 1% de l'humanité qui comprend la religion dans ce sens-là, les 99%, ils en comprennent les religions comme des rituels, des dogmes, de la superstition ou je ne sais quoi. Donc, non, dire que le spiritisme, c'est une religion, vous avez 99 personnes sur 100 qui vont comprendre qu'il y a des dogmes, des rituels et que c'est une superstition. Voyez. Donc, c'est vraiment pas la bonne approche. Et Flammarion le dit, hein, c'est une science dont on connaît à peine l'ABC. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de miracle, tout ça, ça n'existe pas. Et il faut faire des recherches sérieuses sur les phénomènes, et il parle principalement les manifestations à effet physique, hein. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a commencé d'ailleurs à cette époque-là, avec William Crookes en Angleterre, la Société royale de Londres, etc. Et toutes ces sociétés psychiques
qui se sont multipliés hein, juste après Kardec, l'Institut métapsychique. Aujourd'hui, on parle de parapsychologie. Voilà, ben, encore une fois, 150 ans sont passés. À quoi ils sont arrivés? Toujours pas de, voilà, on n'aura jamais de certitude absolue de ces choses-là. Hein. Et heureusement que Kardec n'a pas attendu pour avancer, quoi. Mais de là à en faire une religion, hein, de là à commencer à tomber dans des dogmes et des croyances aveugles, clairement, non. Ce temps-là est révolu, il faut passer à autre chose. Hein. Faut qu'on passe à la foi raisonnée. Voilà. Et donc, bon, après, il parle, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore dans la science, dans la nature. Vous pourrez le relire, hein, ce discours. Là, j'ai vraiment bon, extrait quelques passages. Hein. Voilà, l'être suprême, toujours la divinité. Hein. Voilà. L'étude positive des effets qu'on remonte à la cause. Hein, c'est des phrases qu'on a souvent vues chez Kardec. Toutes les questions de la science qui ne sont pas encore... qu'est-ce que la vie? La science n'arrive pas encore aujourd'hui, n'arrive pas à répondre à ces questions. Qu'est-ce que la mort? Je ne sais pas. Bon, ben, il y a des critères, encéphalogramme plat pendant tant de minutes, etc. Mais de là à dire qu'est-ce que c'est que la mort, on ne sait pas. Hein, ils ne savent pas. Hein, voilà. Et donc à la fin, en fait, il lui parle, quoi. Hein, voilà. Tu fus le premier, ô maître et ami, tu fus le premier qui, dès le début de ma carrière astronomique, témoigna une vive sympathie pour mes déductions relatives à l'existence des humanités célestes. Car en prenant en main le livre de la pluralité des mondes habités, tu le posas tout de suite à la base de l'édifice doctrinaire que tu rêvais. Bien souvent, nous nous entretenions ensemble de cette vie céleste si mystérieuse. Vous voyez, bien souvent, nous nous entretenions ensemble. Ça veut dire qu'ils se voyaient quand même régulièrement, quoi. Hein. Maintenant, ô âme, tu sais par une vision directe en quoi consiste cette vie spirituelle à laquelle nous retournerons tous et que nous oublions durant cette existence. Maintenant, tu es retourné à ce monde d'où nous sommes revenus, et tu es donc la réincarnation, et tu recueilles le fruit de tes études terrestres. Ton enveloppe dort à nos pieds, ton cerveau est éteint, tes yeux sont fermés pour ne plus s'ouvrir, ta parole ne se fera plus entendre. Nous savons que tous nous arrivons à ce même dernier sommeil, à la même inertie, à la même poussière. Mais ce n'est pas dans cette enveloppe que nous mettons notre gloire et notre espérance. Le corps tombe, l'âme reste et retourne à l'espace. Mais nous nous retrouverons dans un monde meilleur et dans le ciel immense où s'exerceront nos facultés les plus puissantes, nous continuerons les études qui n'avaient sur la terre qu'un théâtre trop étroit pour les contenir. Vous voyez, c'est... Nous aimons mieux savoir cette vérité que de croire que tu gis tout entier dans ce cadavre et que ton âme ait été détruite par la cessation d'un jeu d'organes. L'immortalité est la lumière de la vie, comme cet éclatant soleil est la lumière de la nature. Au revoir, mon cher Allan Kardec, au revoir. Voilà. Donc il a fait ce qu'il fallait, quoi. Hein. Il a honoré l'invitation qu'il a reçue hein, pour faire cet hommage. Voilà. Très intéressant ce discours. Hein. Vraiment, ça fait toujours beaucoup de bien à le relire. Et après, dans les mémoires, dans ses mémoires donc, qui ont été publiées en 1909, il dit: le comité m'a offert de succéder à Allan Kardec comme président de la Société Spirit. Je refusai, sachant que les 9/10 de ses disciples continueraient à voir là, pendant longtemps encore, une religion plutôt qu'une science, et que l'identité des esprits est loin d'être prouvée. Donc, vous voyez, il avait ces doutes-là en 1869, il les avait toujours en 1909, et il continue en disant: il y a cela de plus de 40 ans, hein, les disciples d'Allan Kardec ont à peine modifié leur foi, la plupart refusent encore l'analyse scientifique qui seule, pourtant, peut nous instruire exactement. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est toujours encore un peu vrai ce qu'il dit. Hein. C'est vrai que il faut pas rejeter la science. Hein. Il ne faut pas évidemment se laisser dominer. Voilà, il faut continuer le travail assistentiel, tout ce travail consolateur que le spiritisme fait, mais il ne faut pas refuser les recherches scientifiques. Hein. C'est une attitude qui n'est pas en faveur de la continuité du spiritisme. Hein. Mais, par contre, de là à accepter les conditions des scientifiques qu'ils imposaient, parce que ce n'était pas des recherches qu'ils ont fait, hein, c'était plus de la chasse aux fraudes, hein, avec des fouilles, des cages,
enfin bref, voilà. Mais les scientifiques, en fait, imposaient des conditions qui rendaient le phénomène impossible. Le phénomène ne pouvait plus se produire, quoi. Donc il faut que les scientifiques aussi, de leur côté, soient suffisamment ouverts pour accepter les conditions nécessaires qui permettent la production du phénomène. Voilà. C'est le juste milieu qu'il faut trouver. Voilà. Et donc, ben pareil, il n'a jamais reçu de message ni de Didier ni de Kardec de l'au-delà, hein. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il a, quand il l'écrit comme ça, il a vraiment gardé un peu de travers. Mais moi, je pense que c'était fait exprès par les esprits, que c'était même peut-être son choix personnel à lui avant de se réincarner, parce que sa mission, c'était pas de rentrer dans un groupe spirituel, c'était vraiment de rester en contact avec toutes ces sommités intellectuelles encore aujourd'hui. Vous voyez, il y a un projet, les archives de Flammarion vont être analysées, digitalisées par l'Université de Paris. C'est un projet qui s'appelle Archiflamme. Et donc, dans ce projet, il y a plusieurs volets. Il y a le volet astronomie, il y a le volet scientifique et il y a le volet spiritisme. Voyez? Donc, même 100 ans après sa mort, eh ben, c'est grâce à Flammarion que le spiritisme il y a une porte qui va s'ouvrir au sein d'une université française. Voyez? Donc, sa mission, en fait, à Flammarion, c'était ça. Et on voit que les retombées se produisent encore aujourd'hui. Hein, nous, on est tout heureux de voir que j'ai d'ailleurs écrit au responsable, on lui a proposé de l'aide et tout. Bon, il est assez discret, mais bon, on verra. En tout cas, il va y avoir donc comment dire, l'inventaire complet et la digitalisation des archives de Camille Flammarion, y compris la partie spirit. Voilà. Bon, alors ça, on en a déjà parlé, hein, et donc c'est là où moi je dis, ben voilà, les scientifiques manquent de neutralité, manquent d'humilité, manquent d'objectivité, hein. Ils ont des préjugés, des a priori, alors qu'ils ne devraient pas en avoir. Les phénomènes naturels sont là. S'ils ont un a priori contre, déjà, ben, les phénomènes spirites, on sait que quand il y a des pensées contraires, ça les inhibe, ils ne se produisent plus, hein. Et d'ailleurs, les parapsychologues aujourd'hui le reconnaissent, hein, que la pensée des expérimentateurs influe sur les phénomènes. C'est quelque chose que les scientifiques n'aiment pas, mais c'est comme ça, hein. Tout comme la présence des naturalistes, quand ils se font pas assez discrets, influence le comportement des animaux sauvages, hein. Ce sont des critères qu'il faut savoir prendre en compte si vraiment on veut faire des études objectives, et surtout la neutralité et l'objectivité. Et aujourd'hui, vous voyez, on est même dans une situation inverse, il y a un rejet de l'autorité scientifique, les mouvements anti-vax ou autres, avec des arguments légitimes qui disent, bah oui, mais attends, c'est la pression des lobbies, des laboratoires ou des fabricants de vaccins qui influencent les scientifiques, donc on ne fait plus confiance aux scientifiques. Le scientifique, si on veut lui faire confiance, il faut qu'il soit neutre, il faut qu'il soit désintéressé. On ne peut pas admettre ces conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts portent tort à la science, et à juste titre, hein. Alors de là à dire qu'un un spécialiste en épidémiologie connaît rien sur son sujet, les gens peut-être vont aussi trop loin, quoi, hein. Voilà. Alors, 12e livre, Contemplation scientifique. Donc, il a fait des collections d'articles qu'il avait publiés. Il y a eu plusieurs volumes, des révisions. En 1870, il y a eu la guerre. Donc, il a été capitaine, hein. Il n'a pas fait son service militaire, mais il était quand même. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont morts sous les bombes, hein, et de faim. Et donc, avec ses lunettes, en fait, ils observaient les positions de l'ennemi autour de Paris. Et ils transmettaient les informations aux artilleries qui donc étaient là pour les freiner ou pour défendre Paris, pour défendre la ville, quoi, hein. Voilà. Et Le Verrier a été lui-même viré de l'observatoire en 1870, parce qu'il avait quand même gardé un peu, il n'était pas rancunier, mais contre Le Verrier, il avait quand même gardé une dent, hein. Voilà. Voilà, dans la revue Spirit, après Kardec, on trouve aussi des articles signés Camille Flammarion. Donc là, vous voyez, Nature de l'âme, c'est les sujets sur lesquels il était convaincu et qui sont tout à fait en phase avec le spiritisme. Il a continué à écrire des livres en collaboration avec d'autres auteurs sur les voyages en ballon. Vous voyez, des belles gravures, des dessins. Il se rendait compte qu'il y avait des papillons en altitude, hein. Comment ça se fait qu'il y avait des papillons, voilà. À l'époque, ils n'avaient pas de gaz, hein, pour faire monter le ballon.
ils étaient obligés de monter avec des sacs de sable, du lest, hein. Et aujourd'hui, quand le ballon descend, on veut le faire remonter, ben, on allume le gaz, hein, et à l'époque, ben, ils étaient obligés de lâcher du lest, comme on disait, quoi, pour faire de sorte que le ballon remonte. Là, vous voyez encore une fois une belle image en couleur de cet effet de halo qui existe autour des nacelles et qu'on voit quand le ballon est dans les nuages. Là, vous voyez la carte, hein, il est quand même allé jusqu'en Prusse, vous voyez, jusqu'à Cologne. Donc, c'était quand même des voyages, il ne fallait pas avoir peur, hein, à l'époque, hein. Il était allé jusqu'à presque Angoulême, vous voyez, des différents voyages qu'il a pu faire. Et donc, du coup, ben, il s'intéressait aussi à l'atmosphère, hein, il a les grands phénomènes de la nature, la foudre, etc. Très beau livre aussi, où on voit beaucoup d'illustrations et de dessins. L'histoire du ciel, hein, donc toujours sur l'astronomie, encore une fois avec la carte des constellations, hein. Des articles qu'il a écrits sur la vie de Copernic aussi, l'histoire des grands hommes de science, notamment ceux qui étaient déjà dans l'astronomie. Là, vous avez encore une fois les ballons. Donc, vous voyez qu'il avait une carte où vous voyez la trajectoire du ballon. Donc, il était arrivé vers chez lui, Bar-le-Duc, hein, près de Chaumont. Et vous avez aussi la courbe qui montre, il enregistrait l'altitude du ballon, hein. Donc, vent très fort, le ballon était redescendu, il était remonté avant de redescendre. Voilà. Ils avaient trouvé un nuage, les pompes, hein, ils savaient très bien où se mettre pour être aspirés, pour avoir des courants ascendants au niveau de l'air et pouvoir voler plus loin. Ça, c'est un portrait de son épouse, hein, qu'il a épousée en 1874, il la connaissait. Et la lune de miel, ben, ils ont fait un voyage en ballon, hein. Voilà. Elle était aussi astronome, et par contre, elle était féministe, et elle a fondé une association pacifiste, Paix et désarmement par la femme, en 1899. Elle a même écrit un livre, comme on le verra plus tard. Flammarion, il est allé enquêter chez Buguet, le fameux Buguet dont Lémarie a publié les photos dans la revue Spirit. Donc, photos qui ont été découvertes comme étant fausses, hein. En fait, Buguet il faisait une surimpression, hein, au niveau pour faire des fausses photos. Donc, là, vous voyez la photo de Flammarion avec derrière un esprit. Et Flammarion, il n'était pas tombé dans le piège comme les maris. Il a dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que fait Buguet. Alors que les maris, en fait, il a été condamné, il a fait 1 an de prison à cause de ça. Et évidemment, ben, tout le monde s'est acharné contre les spirites à l'époque. Ouais, regardez, ils sont même pas capables, ils croient en tout et n'importe quoi, ça vaut rien, etc. J'ai regardé l'anniversaire de Kardec, il y avait 2000 personnes au Père-Lachaise l'année d'avant, et l'année d'après, il n'y avait plus que 200 personnes. Donc, on voit le tour qu'une affaire comme ça a causé au mouvement spirit à l'époque. Astronomie descriptive, hein, je vais accélérer un peu, hein. Il a regardé aussi, il a observé la planète Mars avec son télescope qu'il avait sur son balcon, les terres du ciel, hein. Donc, chez Didier toujours, hein, vous avez comment dire, un article dans la revue Spirit, hein, et il leur avait envoyé un exemplaire dédié euh, à l'esprit d'Allan Kardec, hommage de l'auteur, hein. 1868, ben, les catalogues des étoiles doubles. Vous savez que le Soleil, il est unique, mais il y a certaines étoiles en fait, il y a 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, comme ça. Donc, vous avez lever du Soleil 1, lever du Soleil 2, couche. Ça doit être magnifique, hein, vivre dans une planète avec des étoiles doubles, et même multiples, hein, des endroits où il y en a plus que 2. Voilà, toujours l'aérostat, un hommage à François Arago, qui était aussi un illustre astronome. Astronomie populaire, donc ça, c'est vraiment le livre où Flammarion, il est devenu hyper connu, hein. Donc, c'était en 1880. 1980, au centenaire, il y a eu une réédition qui doit pas être très, très loin. Voilà. Donc voilà, pour vous faire une idée, c'est vraiment des livres magnifiques, vous voyez, ils sont dorés. Et puis donc, c'est vraiment une réimpression du livre de l'époque, hein, avec toutes les illustrations qui étaient dans le livre original, quoi. Et là, bah, j'ai vu que, si vous voulez, bah, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur Amazon,
la librairie Flammarion a refait encore une fois une édition de ce livre-là en 2025, donc en hommage au centenaire de Camille Flammarion. C'est vraiment le livre de Flammarion, quoi. C'est celui qui a contribué à ce qu'il soit hyper connu et aussi à la vulgarisation de l'astronomie, hein, de la popularisation de l'astronomie. Voilà, bon, là aussi, je passe un peu rapidement. Les étoiles, les curiosités du ciel. Il a fait une revue aussi, l'astronomie populaire, qui a fonctionné, vous voyez, pendant 12 ans. Il a fait un petit papier un petit article sur le magnétisme humain, hein. Donc, il n'était pas digitalisé. J'ai demandé, enfin, j'ai acheté une digitalisation sur la Bibliothèque nationale de France. Et donc, encore une fois, ben, il venait un peu en défense du magnétisme qui était aussi pas mal chahuté à l'époque, par les Charcot et tout ça, hein, euh, qui avaient dévié par rapport aux bases, en disant non, vous allez trop vite, l'astronomie a vraiment une réalité, hein. Et 1882, donc il y a un mécène qui lui a offert le bâtiment de la Poste de Juvisy, et Flammarion, il a transformé donc ce bâtiment de la Poste en observatoire. Vous pouvez voir ici la photo de gauche, c'est le bâtiment avant. La photo de droite, vous voyez la coupole, hein, de 5 mètres de diamètre euh, qui est au-dessus. Et donc, Flammarion, il est parti de Paris, il est allé habiter à Juvisy. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui à Juvisy que vous avez les archives, le musée Camille Flammarion, etc. Je n'ai pas encore pu le visiter, hein. J'ai demandé à avoir un rendez-vous avec le responsable, mais comme il est tellement occupé avec tous les événements qui sont organisés à droite, à gauche, bon, ben, il faut que je reste un peu patient, mais voilà, je pense que je pourrais y aller bientôt. Il y avait une visite, mais je n'étais pas là, j'étais au Portugal, donc c'était un peu compliqué. Donc, il a fondé un observatoire. Donc là, vous voyez Flammarion avec son télescope. C'était quand même un télescope de 4 mètres, hein. C'était déjà euh, beaucoup plus puissant que le petit qu'il avait sur son balcon. Et donc, les travaux, il y a plein de gens qui sont venus le rejoindre, hein, pour voilà, l'état physique des planètes. La photographie, c'était le premier à faire des photos. Parce que jusque-là, ben, les observateurs, ils faisaient une description de ce qu'ils avaient vu. Alors que là, Flammarion, non, il avait introduit un des premiers à appliquer la photographie, à prendre des photos à travers le télescope. Météorologie, climatologie, radioculture, hein. Donc, il avait aussi donc, dans les jardins, il avait des serres de différentes couleurs et il étudiait l'influence de la couleur sur la croissance des plantes, etc. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à plein de domaines, quoi. Là, vous avez encore un livre, encore un, vous voyez, toujours sur cette histoire avec des très belles gravures, carte de la Lune, l'atmosphère, météorologie populaire, donc il avait popularisé l'astronomie et aussi la météorologie. Donc Rêve étoilé, donc là c'était des romans, et donc dans les romans il se lâchait un peu plus, quoi. C'est là où il était ouvertement, peut-être pas spirit, mais spiritualiste. Uranie, hein, vous connaissez sans doute ces romans, hein, L'Humaine, on l'a déjà vu. Ouais, il a même écrit sur l'éruption du Krakatoa. C'était quand même un méga événement qui a eu lieu, une méga éruption volcanique dans cette époque-là. Donc, il a fait un article dessus. Mais celui-là, il n'est pas digitalisé encore. Et en 1890, ben, il a rejoint Charles Richet, Xavier Dariex, vous voyez, Aksakov, Bernheim, Delboeuf, Liebo, Lodge, Oliver Lodge, Lombroso, Myers, les Anglais, Podmore, Schrenck-Notzing, les Allemands, bref, Alfred Russel Wallace. Donc, il est vraiment rentré dans ce milieu-là des recherches psychiques, hein. Il y avait la revue Annales des sciences psychiques, donc ça y est, on a fini et tous les numéros sont disponibles sur l'encyclopédie Spirit, vous pouvez les télécharger gratuitement et vous verrez qu'il y a énormément de publications et d'articles, y compris de Camille Flammarion. Il est devenu actif dans les recherches psychiques, hein, clairement. Il est allé avec Richet, l'île Roubaud, c'est là où habitait Charles Richet, donc pour participer aux observations. Il a continué malgré tout à écrire des livres sur l'astronomie, hein, sur la planète Mars. Alors, vous voyez, il pensait qu'à l'époque, il y avait des mers et des choses comme ça.
les moyens d'observation qu'ils avaient étaient quand même encore limités par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de mer il y a des ombres, des choses comme ça, différentes couleurs du sol, et donc que les anciens, avec les moyens d'observation limités, confondaient, voilà. Qu'est-ce que le ciel? Clair de lune, encore un roman, hein. Dictionnaire encyclopédique, 8 volumes de 1000 pages. Je me demande comment il faisait, hein. C'est vraiment en tout, hein, résumant l'ensemble des connaissances humaines à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous auriez le courage, vous, d'attaquer un ouvrage comme ça? C'est vraiment, c'est impressionnant, hein. La fin du monde, donc vous voyez, c'était aussi un sujet qui l'intéressait, hein, et tous les différents scénarios qu'il peut y avoir, qui pourraient amener à la fin du monde. Bon, les observations qu'il faisait à la station climatologique, il y a aussi des rapports, 7 volumes, mais ils ne sont pas digitalisés non plus. Stella, toujours un roman. Excursion dans le ciel. Là, on a retrouvé un original, hein, d'une lettre qu'il a écrite à Lémarie pour lui envoyer la dernière édition de Lumen. Voilà. Oui, lettre originale de Flammarion à Monsieur Lémarie, de Pierre Gaëtan, 1898. Et là, vous avez ben déjà enfin, une liste des livres que j'ai trouvé dans un de ces livres de 1900. Donc, vous voyez, il y avait déjà philosophique, astronomie pratique, enseignement de l'astronomie, sciences générales et variétés littéraires. Il y avait déjà plusieurs dizaines de livres. Et là, donc, vous avez des photos. Celle du haut a été prise chez Camille Flammarion, donc chez lui, à l'Observatoire de Juvisy, avec Eusapia Palladino. Et donc, vous voyez Eusapia, et puis la table qui lévite, et puis tous les scientifiques qui sont autour et qui observent le phénomène. Par contre, Flammarion a aussi démasqué pas mal de triches. Il a démasqué Eusapia, a triché, il a démasqué Bugget, il a démasqué Slade, hein, comme il l'affirme lui-même. Donc c'était vraiment l'œil aiguisé. C'était pas le chasseur de fraude, c'était pas l'incrédule systématique, c'était pas le crédule aveugle. Il était vraiment dans la position qu'il fallait. L'inconnu et les problèmes psychiques. Donc là, il a commencé à publier des livres qui touchent plus, c'est les livres qu'on connaît dans le mouvement spirit, quoi, hein. C'est une révision donc de celui de tout ce qu'il avait publié avant, et aussi il a commencé à y mettre les différents cas qu'il avait collectés. Donc là, dans ce livre-là, il y a 76 cas, donc vous voyez, sur manifestation de mourants, apparition, télépathie, communication psychique, donc médiumnité, suggestion mentale, la vue à distance, les rêves et la précognition, la divination de l'avenir. Pour un livre scientifique, il a fait une étude sur le pendule du Panthéon, hein, qui a mis en évidence les forces, comment on les appelle déjà, gyroscopiques qui prouvent la rotation de la Terre. Toujours des livres sur l'atmosphère, sur la foudre. Et ça, Est-ce qu'il travaillait des fois? on se demande, hein, moi, Comment dictionnaire comment il encyclopédique vivait de sa 9 vie? volumes de 1000 pages, Ouais, c'est ça. voilà. Mais il travaillait où? Il gagnait sa vie comment, lui? Ben, Toujours avec ses livres, avec ses livres. Donc, il avait arrêté de vraiment, ouais. travailler à l'observatoire et tout ça? Ouais. Ah, Non, à OK. l'Observatoire, il a été viré, Oui. et il a certainement aussi quitté le bureau des longitudes. Alors, sa biographie à lui s'arrête en 1910, en 1870, pardon. Il devait faire un autre volume, mais il ne l'a jamais fait, hein. Et donc, c'est pour ça que là, il faut aller chercher des informations ailleurs, et on a beaucoup moins d'informations personnelles, comme on a pu le voir dans la première partie de la conférence, hein. Et là, vous avez le livre de sa femme. Je pense que ça vaudrait, hein, La paix par les femmes, ça vaudrait le coup aussi de demander à le digitaliser, celui-là. Les Ouais, forces ça naturelles inconnues, donc c'est celui de Hermès, vous vous rappelez, qu'il a republié. Donc il y avait un volume, aujourd'hui il y a même 2 volumes, hein. Voilà. Euh, Toujours chez Hachette encore, la vulgarisation astronomique. Et donc, pour tout ça, il a été récompensé, hein. Il a eu un jubilé scientifique. Il était officier de la Légion d'honneur en 1912, après avoir été chevalier en 1881, et il est devenu commandeur, donc c'est vraiment le plus haut grade de la Légion d'honneur en France, en 1922. Tout ça grâce pour son travail de popularisation de l'astronomie.
Oui, donc c'était vraiment quelqu'un qui... C'est pour ça qu'on le cite encore aujourd'hui, parce que tout le monde le connaît, quoi. Hein. Et ça, c'est le livre, donc, Mémoire biographique d'un astronaute. Alors, je suis désolé, c'est en 1912, j'avais dit 1910, qui est très intéressant aussi. Donc, il est aussi à la Bibliothèque nationale de France, où vous avez tous les détails de son enfance, de tout ce qu'il a fait, jusqu'en 1870, jusqu'à la guerre de 70. Diderot, hein, le bicentenaire, Première Guerre mondiale, il s'est réfugié à Arcachon et à Cherbourg. Et c'est après la Première Guerre mondiale qu'il s'est vraiment, il a réduit un peu la voilure sur tout ce qui est astronomie et tout ce qui est scientifique, et il s'est consacré aux recherches psychiques. Hein. 1914, donc il avait quand même déjà pas loin de 80 ans. Hein. Il sentait la mort venir, il s'est dit, bon, on va peut-être regarder ça de plus proche. 1918 et il est mort en 1925. Hein. Son épouse, elle est morte en 1919, elle était un peu plus âgée que lui, elle est morte de la grippe espagnole. Donc lui, il a survécu à la grippe espagnole. Alors, vous voyez une photo d'eux à peu près à cette époque-là, quand ils étaient déjà un peu plus âgés. Et donc là, il y a la lettre, on a retrouvé aussi la lettre de Flammarion à Paul Allais-Marie. Donc là, c'était plus le père, c'était le fils, Paul, pour lui dire, voilà, mon épouse est décédée, la cérémonie va être tel jour, pour venir à Juvisy, vous pouvez prendre tel train, etc. Voilà. Là, c'est une photo aussi qu'on a trouvée de lui, vous voyez, d'octobre 1919. Et en fait, donc sa première femme est morte en début 1919 et fin 1919, il s'est remarié avec une autre collaboratrice, Gabrielle Renaudot, qui pour le coup était beaucoup plus jeune que lui, mais il la connaissait depuis 1893. C'était aussi une scientifique. Hein. Voilà. Et donc, elle lui a survécu pendant très longtemps. Hein. Donc, la veuve Flammarion, elle est morte je l'ai dit tout à l'heure, en 1965, pour perpétuer justement son œuvre. Mm. Ah, vous avez encore une photo de lui, toujours en 1919. Il a participé à la fondation de l'Institut métapsychique international avec Jean Meyer. Vous voyez, faisait partie du comité hein, avec Delanne et puis d'autres, euh, Charles Richet, etc. Et là, maintenant, je vais vous montrer rapidement les livres spirit, entre guillemets, qu'il a écrits, hein, La mort et son mystère. 3 volumes, hein, tome 1 avant la mort, tome 2 autour de la mort, et tome 3 Ah après oui, la c'est mort. vrai. Voilà, vous les connaissez peut-être, mais donc il y a plusieurs dizaines de cas, de témoignages, tout ce qu'il avait réuni, donc qu'il a publié dans ses livres. Et Léon Denis, c'était à quel moment, lui? C'était Léon pas... Denis, il est mort en 1927. Il est mort 2 ans après Flammarion. Ah, ok. Donc, Et ils il se est né en connaissaient quand même. 1800. Ah oui, bien sûr, c'était des contemporains. Ils avaient pratiquement Ouais. le même âge. Il n'a Denis pas eu était né des en enfants? 1846. Oui. Il n'a pas eu des enfants? Flammarion, non. Non, non, il n'y a pas eu d'enfant. Parce que, bon, comme on l'a vu, il s'est marié tard. Et comme Kardec s'est marié tard, hein, Amélie avait déjà 35 ans. À l'époque, ce n'était pas si évident que ça d'avoir des enfants. Euh, mais bon, voilà, ils en ont pas eu. Voilà. C'était pareil, ça ne faisait pas partie de leur mission. Volume 3, il a été président de la Société des recherches psychiques de Londres, hein, la Society for Psychical Research, en 1923, et il a prononcé un discours qui a été publié dans un volume donc, par Jean Meyer. Et donc, pareil, c'est un volume qui est digitalisé. 1923, il a publié un autre livre sur les maisons hantées, hein, toujours pareil, hein, En marge de la mort et son mystère. Il a publié encore un livre intitulé La mort, d'après Camille Flammarion, qui a été publié pareil par Jean Meyer. Ah, il s'était rapproché des spirites. Et là, vous avez la même liste que tout à l'heure, mais de 1925. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit complète. Hein. Tous ces livres qu'on vient de citer, si, Autour de la mort, après la mort, les maisons hantées, sont déjà sur ce livre. Donc, vous voyez tous les livres en fait qu'il avait publiés, puis qui chaque fois étaient réédités, etc. Hein. Et voilà, donc on y arrive. Hein. Je suis désolé, j'ai encore une fois dépassé un peu l'horaire. Il est mort donc à 83 ans, le 3 juin 1925, dans son bureau, frappé d'une crise cardiaque. Voilà, il a été enterré le 6 juin dans le parc de l'Observatoire de Juvisy-sur-Orge, aux côtés de sa première épouse, Sylvie Pétiot. Voilà. Et donc,
il a, il y a eu pas mal de discours. On trouve des photos à la Bibliothèque nationale de France, des discours, des hommages, des cérémonies de son enterrement, etc. Il y a une vidéo aussi, donc je l'ai rapidement cité. Ah ben, on voit pas l'adresse, mais quand vous faites cette recherche sur YouTube, vous trouverez une vidéo d'un conférencier qui s'était intéressé au mystère des Bradites, hein, Mhm. qui en fait, c'est comme ça qu'ils appelaient les ovnis à l'époque. Donc clairement, hein, Flammarion qui pensait, qui était convaincu de la pluralité des mondes habités, qui observait euh, l'astronomie, ben, il a aussi été témoin de phénomènes qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes d'ovnis. Et il y a pas mal de... Enfin, le gars, il en parle pendant 1 heure dans cette conférence qui est aussi très intéressante. Ouais, j'ai envoyé le lien d'ailleurs dans notre groupe de cette conférence. Ouais, je vous l'avais envoyé la dernière fois. Voilà. Mais c'est vrai que ce Jonathan Ginny, là, il en avait des choses à dire aussi sur. Je l'ai écouté, sa vidéo, vraiment intéressant aussi. C'est inépuisable, hein, Flammarion. Il a Mm, fait mm, tellement de choses que, mm, ouais, là, on pourrait faire une conférence d'1 heure ou même plus sur chacun de ses livres, hein. mm. C'est vraiment un puits de science impressionnant. Voilà. Et donc, bah voilà, c'est le centenaire de sa désincarnation et donc on est très heureux d'avoir pu compter sur sa collaboration malgré ses doutes légitimes, hein, concernant le spiritisme. Ouais, Est-ce que vous très- avez des questions? Claude, essaye. Je pense qu'il veut poser une question. Claude Saint-Pierre. Alors, il y a plein d'autres choses que j'ai découvertes aussi, mais bon, ce serait trop long pour en parler. Par exemple, bon, en 1905, il y a eu Einstein. Qu'est-ce que Flammarion a pensé de Einstein? Mhm. Eh bien, pareil, il a eu du mal à suivre Einstein. Il a dit, mais le temps, c'est pas une dimension. Hein, ça va pas. Donc, il avait un problème avec le fait que le temps soit une dimension au même titre que les 3 dimensions de l'espace, hein. Et à la fin, quand même, il dit, bon, j'avoue humblement que je ne comprends pas sa théorie. Voilà. Donc il a eu l'honnêteté de le dire. Il a dit, il y a des choses qui ne me paraissent pas claires et en plus, je n'ai pas compris. Et en fait, c'était général à l'époque, hein, parce que la vulgarisation d'Einstein dans les universités en France est venue que justement dans ces années 1920, hein. C'est 20 ans après Einstein que la relativité a commencé à être enseignée dans les universités. Ouais, je voulais mettre comme commentaire avec tout ce que Flammarion a fait, tout ça, j'ai un hyperactif, je me sens vraiment paresseux là, dans mon état. Mais On bon, le je sent pense qu'il tous. avait quand même un esprit et un cerveau. Voilà, moi, humblement, je dis, bah, c'était quand même plusieurs degrés au-dessus, quoi. Moi, déjà en termes de vitesse de raisonnement et en termes de capacité de travail, hein, moi, j'en suis à des lustres, hein. Je voudrais faire beaucoup de choses, mais j'y arrive. On est Même lui, il se fatigué. plaignait qu'il voulait faire beaucoup de choses et qu'il n'y arrivait pas. Vous vous rappelez, tout au début, j'en avais parlé, hein. Depuis tout petit, il était comme ça. Et pourtant, quand on voit tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Incroyable, ben, c'est tous les domaines aussi auxquels il pouvait s'attaquer, là. Je Franchement, suis là, sûr que dans ses archives, on va trouver plein de choses. Il y a certainement plein de choses qu'il a faites et qui n'ont même pas été publiées. Ouais, c'était des génies à l'époque. Puis c'est vrai que souvent les scientifiques de cette époque-là touchaient à tout, hein. Ils étaient peut-être c'était moins spécialisé chaque chose, alors ils pouvaient s'intéresser à plein de domaines, hein. On voit, il y a la plupart des scientifiques du 19e siècle, ils s'intéressaient à plein de choses. Et on le bien voit que d'ailleurs, là, on vient de voir, il a calé, hein, sur la relativité. Ouais. La mhm. mécanique quantique, voilà. Il ne Mais pouvait pas être bon la partout non plus, là. relativité, ouais, il était déjà plus âgé aussi, quoi. Ouais, je voulais me dire une faute de français. Au Québec, on ne dit pas une slide, on dit une acétate. Bon, vous avez dit? Une Une acétate. diapositive? Acétate? Ah ouais, nous on Oui. dit diapositive en français normalement. Ah bon, On dit on ne dit pas beau. une slide. Ouais, on dit pas une slide, nous, on est village gaulois. On C'est dit ça. aussi diapo. Une diapo. Diapo, ouais. Une diapo PowerPoint. Ah, il y a l'anglicisme, on n'y échappe pas, hein.
Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai posé mes questions au fur et à mesure. J'espère que ça vous encouragera à lire ces livres de Flammarion. Ils sont assez ardus, hein, ils sont épais. Hein. Chaque bouquin fait 500-600 pages. Hein. Les 6 ou 7 derniers, là, hein, les forces naturelles inconnues, Dieu dans la nature, la pluralité des mondes habités, avant, pendant, après la mort, les maisons hantées, il y a des milliers de pages. Hein, mais ça vaut la peine, c'est vraiment des livres. Je pense que toute cette base de données, si on peut l'appeler ainsi, hein, pas comme ça à l'époque, qu'il a catalogué, tous ces témoignages et ces faits sont extrêmement précieux. Voilà, ils sont encore tout à fait valables aujourd'hui. Je vais envoyer le discours sur notre WhatsApp là, pour ceux qui sont intéressés. Discours de... Le discours, pareil, c'est un monument. Hein, ça vaut vraiment la peine de le relire. Ouais. Et c'est là où on voit l'attachement quand ils étaient très proches avec Kardec. C'est pour ça que je suis sûr, hein, comme il dit, on s'est vu, on avait des entretiens réguliers. Ils se sont vus. Hein. Kardec, il n'a pas publié l'uranographie générale dans les œuvres, dans la Genèse, sans lui avoir fait réviser, c'est clair. Mhm. Parce que, bon, l'uranographie générale, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a surpris. Kardec cite plusieurs théories, par exemple sur l'apparition de la Lune. Comment est-ce que la Lune est apparue? Et c'est la théorie qui dit, voilà, il y a telle théorie, telle théorie, telle théorie, et c'est plutôt celle-là. Et puis c'est la théorie donc, qui favorisait à l'époque, qui est toujours celle qui est favorisée aujourd'hui, parce qu'on n'en est toujours pas absolument sûr. Donc Mhm. il y avait quand même voilà, tout ce qu'il disait sur les étoiles, la formation du système solaire, l'apparition de la Lune, etc. C'était quand même pertinent à l'époque. Et ça, c'est grâce à Flammarion et à Ouais. Galilée, les esprits qui l'assistaient.